À 50 mètres de la surface, des hommes tournent un film. Munis de scaphandres autonomes à air comprimé, ils sont délivrés de la pesanteur. Ils évoluent librement. Pour faire ce film, ils ont promené leur caméra à travers Méditerranée, mer Rouge, océan Indien, golfe Persique, à la découverte d'un monde étrange, presque inconnu, le monde du silence. Ces hommes, ce sont les plongeurs de la Calypso, le navire de recherche sous-marine du commandant Cousteau. Une plongée de plus. Avec Philippe Taillet et Frédéric Dumas, nous en avons fait des milliers depuis 20 ans. Car il y a déjà 20 ans que notre curiosité nous a entraînés sous la mer. Dumas et moi, nous avons vécu des centaines et des centaines d'heures en plongée. Notre enthousiasme, notre joie sont restés neufs comme au premier jour. Nous les partageons maintenant avec nos camarades de la Calypso. Le travail prévu à cette station est terminé. Falco enlève son scaphandre, nous allons appareiller. Calypso, avec ses 12 plongeurs, son équipage, son matériel, est un outil nouveau au service de la recherche marine. À chaque mission, nous embarquons des savants et des spécialistes de l'université, du muséum, des laboratoires. Nous mettons en commun nos efforts et nos techniques pour explorer les profondeurs de la mer. André Laban a conçu et construit lui-même cette caméra en matière plastique. Il décharge le film exposé au cours de la dernière plongée. François Saout, mon second depuis 10 ans, met en route le pilote automatique. C'est lui qui prépare les traversées, qui orchestre notre vie quotidienne. L'exploration sous-marine connaît aujourd'hui son âge d'or. Des milliers d'hommes ont adopté nos méthodes et plongent à la poursuite d'un rêve vieux comme le monde. Cette gravure de 1784 illustre l'invention de l'ingénieur Fréminet, la machine hydrostatergatique. De nos jours subsiste un équipement vieux d'1 siècle, le scaphandre à casque. Nos amis des profondeurs, les pêcheurs d'éponges, s'en servent quotidiennement. La plupart sont grecs. Nous rencontrons l'une de ces balancelles qui ratissent la Méditerranée, de Gibraltar à la Corne d'Or. Cette fois, nous ferons les présentations sous l'eau. Un ordre à donner, un bahut à déplacer, une trappe à soulever dans le plancher de la cuisine, et voilà ouvert notre puits de plongée. Il traverse la coque en son milieu. Les plongeurs s'en servent pour se mettre à l'eau lorsque la houle est trop forte ou lorsqu'il fait trop froid. Grâce à lui, Dumas et Falco descendent sans attirer l'attention de l'équipage grec. Le scaphandrier, cloué au sol par ses semelles de plomb, progresse lourdement à la recherche des éponges. Son précieux tuyau d'air et une corde de sécurité l'enchaînent à sa barque.
Ces hommes font couramment 8 à 10 descentes dans la même journée. Beaucoup d'entre eux meurent chaque année. Presque tous sont marqués dans leur chair par ce métier terrible. Voici la raison. Un homme qui descend sous la mer, pour n'être pas écrasé, doit respirer de l'air à la même pression que l'eau qui l'entoure. À 10 mètres, c'est 2 fois la pression atmosphérique. À 20 mètres, 3 fois, et ainsi de suite. Plus le scaphandrier descend, plus l'azote de l'air se dissout dans le sang, puis dans les tissus. Tant qu'il reste sous pression, rien ne peut arriver. Mais à la remontée, l'azote dissous se dégage comme la mousse du champagne. Il forme des bulles qui bloquent les articulations et dans les cas les plus graves, bouchent les artères, ce qui provoque la mort par embolie. Les scaphandriers ignorent souvent la nature de ce mal qui les paralyse ou les vieillit prématurément. Nous sommes soumis au même danger qu'eux, mais nous sommes mieux armés pour les combattre. Préparez le caisson de recompression. Eh bien, là-bas, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une légère douleur à l'articulation du genou. Ah, avec qui étiez-vous descendu? Avec Bébert. Qu'est-ce qui est arrivé, Bébert? Voilà les coupables. Tiens, porte-les à la cuisine. J'étais parti rejoindre la bande qui chassait la langouste. Et en suivant ses bulles tout le long de la falaise, je le voyais descendre à demi engagé dans une faille sombre. Il avait repéré des langoustes. Nous avions dépassé les 50 mètres et cette maudite faille descendait toujours. Nous approchions de la profondeur où l'air a un drôle de goût, où l'ivresse devient dangereuse. Soudain, j'entends un sifflement bien connu. Laban, à court d'air, a dû ouvrir sa réserve. Il devait être déjà un peu ivre. Il a commencé par laisser filer une langouste. Jusque-là, ce n'était pas grave. Et puis tout d'un coup, c'est devenu sérieux. Quand je l'ai vu sortir son embout, j'ai compris qu'il avait perdu la tête. Je l'ai expédié vers le haut. Il a eu l'air de comprendre. Au lieu de l'accompagner comme j'aurais dû, je lui ai seulement fait signe de s'arrêter à son palier de décompression. Il a dû sortir de l'eau le sang chargé d'azote. Et après ça, tu t'étonneras d'avoir mal au genou. Allez, mon gaillard, au caisson, et vite. C'est absolument indispensable. Absolument. Passez-moi vos tables. Allô, Laban? Comment vous sentez-vous? Je n'ai plus mal du tout. C'est bien pour ça qu'on vous a recomprimé. J'en ai pour combien de temps dans ce cercueil? 3 heures d'après les tables. Je vous confie au docteur, je vais déjeuner. Vous déjeunerez là, docteur. Hé! Hé, mes langoustes!
Nous approchons des tropiques. Quelques dauphins jouent devant notre étrave. Les dauphins ne sont pas des poissons, mais des mammifères assez proches du chien. Ils sont doués d'intelligence et d'humour. Ils rattrapent sans effort les navires les plus rapides. Pour mieux les admirer, Laban descend dans notre chambre d'observation située sous l'étrave. Les dauphins communiquent entre eux au moyen de cris perçants qui résonnent à travers les parois. C'est jour de fête chez les dauphins. Ils sont venus par centaines. Nous n'en avons jamais tant vu. Même la nuit, la Calypso navigue en tendant une oreille magique vers le fond des mers. Notre sondeur puissant émet des ondes sonores dont l'écho est renvoyé par le fond. Les cris cadencés de la Calypso sont plus aigus encore que ceux des dauphins. Sur le graphique du sondeur, le trait supérieur représente la surface, tandis que la courbe tracée par le style reproduit le relief du fond. Si l'on augmente beaucoup la puissance du signal, des échos réguliers sont enregistrés en pleine eau, vers 400 mètres de fond, renvoyés par une ou plusieurs couches d'origine mystérieuse. L'existence de ces couches pose des problèmes aux savants du monde entier. Pour contribuer à résoudre ces problèmes, le professeur Edgerton a construit pour nous des caméras automatiques capables de descendre à 2000 mètres. Elles contiennent 30 mètres de pellicule cinématographique. En 3 heures d'immersion, à raison d'un flash électronique toutes les 15 secondes, l'appareil prend 800 photos. Nous en avons déjà pris plus de 25 000 sous 7 mers et 2 océans. Ces couches inexpliquées existent dans toutes les mers. Leur profondeur moyenne est précisément celle où vont les baleines pour se nourrir. Sur le graphique,
On suit parfaitement la descente de la caméra, elle disparaît dans la couche. Nous stoppons le treuil. 300 mètres sous nos pieds, les éclairs périodiques embrasent la nuit des profondeurs. Nous développons les clichés à bord et les agrandissons aussitôt. La plupart évoquent un ciel d'étoiles. D'autres montrent des méduses ou des groupes d'organismes aux formes étranges, mais jusqu'ici, la couche diffusante a gardé son secret. Les techniques les plus classiques sont aussi utilisées sur la Calypso. Par exemple, la bouteille Nansen, ouverte aux deux bouts, portant des thermomètres à renversement. À la profondeur voulue, un messager retourne et ferme la bouteille. Mais aucun instrument ne remplace l'homme. Les plongeurs deviennent indispensables pour dresser un vaste inventaire de la mer. Dumas et Falco sont partis explorer la zone crépusculaire, au pied d'une falaise de corail. À mesure qu'ils descendent, les couleurs chaudes disparaissent, tout devient bleu. Parvenus à 30 mètres, ils allument leurs lampes et c'est un flamboiement de couleurs. Des couleurs que personne, pas même les poissons, n'avait pu voir avant eux. Ils lisent souvent la profondeur à leur manomètre de poignet, car les espèces fixées sur les parois varient avec cette profondeur. Plus ils s'enfoncent, plus les bruns deviennent chauds, plus les rouges sont violents. Au-delà de 60 mètres, les cerveaux sont guettés par l'ivresse des profondeurs. Le paysage semble jailli d'un cauchemar. Ils continuent pourtant et atteignent 75 mètres. Voici les images les plus profondes qui aient jamais été tournées. Il ne faut pas aller plus bas. Il ne faut pas rester longtemps. Ils remontent. Leurs cerveaux s'éclaircissent aussitôt. Pour amener un échantillonnage complet du récif, nous devons inévitablement faire quelques dégâts. Dans les jardins de coraux, il y a des buissons d'anémones venimeuses. Elles dévorent les poissons qui se risquent à leur contact empoisonné. Ce sont les orties de la mer. Mais elles ont des protégés qui usent de leur hospitalité au moindre danger. Voyez l'excitation de l'un d'eux, ce petit clown jaune, partagé entre la crainte et la curiosité. Ce manchon vivant, c'est une holoturie ou bêche de mer. Elle progresse lentement, avalant du sable par un bout, le rejetant par l'autre, après avoir digéré les déchets qu'il contient. Mais sa cavité intestinale sert de refuge à des poissons en forme d'anguille, les phyrasphères, qui ont le privilège d'entrer et de sortir en échange d'on ne sait quel service. Dans les récifs de coraux, les biologistes utilisent la dynamite. La pêche commerciale à la dynamite est interdite par la loi. C'est un acte de vandalisme. Mais c'est la seule méthode qui permette de faire le recensement de toutes les espèces vivantes. Sur 10 poissons tués par l'explosion, à peine 1 ou 2 restent à la surface. La plupart coulent.
perdu pour les pêcheurs. Sur le fond, les plongeurs découvrent un tableau tragique. Au moindre danger, les diodons se gonflent. Ils deviennent si gros qu'aucun agresseur ne peut plus les avaler. Mais leur ruse est impuissante contre la dynamite. La splendeur des poissons tropicaux ne résiste pas longtemps à la mort. Leurs couleurs sont déjà presque éteintes lorsqu'un naturaliste les plonge dans le formol. J'ai toujours rêvé de faire sans fatigue des explorations à très grande distance. Nous disposons aujourd'hui de scooters électriques que les plongeurs manœuvrent avec tout le corps. Ils ont 1 heure d'autonomie. Ces scooters nous ont permis d'augmenter considérablement notre rayon d'action. Nous pouvons les poser au fond comme on gare une moto le long d'un trottoir.
Notre nouvelle monture a malheureusement besoin de respirer. D'habitude, les tortues de mer peuvent rester 1 heure sans respirer. Mais celle-ci fournit un trop gros effort. N'insistons pas. En 20 ans de plongée, nous avons visité bien des épaves. Celles qui crèvent encore la surface ont été pillées par les hommes avant d'être détruites par la houle. J'ai plongé sous ces chaudières rouillées, mais il n'y a plus rien. Elles sont complètement démolies. Toutes ces épaves à demi immergées, ça ne vaut rien. Je n'ai jamais vu de bien conservé par moins de 20 mètres de fond. Un cargo anglais coulé en 1942, quelque part dans le chenal, par 30 mètres de fond. Aucun survivant, position mal déterminée. Il faut le trouver. C'est l'histoire de l'aiguille dans une meule de foin. Mais ça vaut la peine. Appelle Laban chez lui. T'es cher. Lancez l'échosondeur et le radar. Allô, Laban? Voulez-vous venir à la passerelle? Oh! Vous mouillerez le chaland à la pointe du récif. Embarquez un bidon vide qui servira de mire radar. Bien, commandant. On met le chaland blanc à la mer. Le naufrage a dû avoir lieu quelque part dans ce secteur. Nous allons le parcourir systématiquement. Veuillez préparer un graphique gradué en relèvement et distance. Attrape! Tu vas pouvoir lire le fond à 10 cm près. On voit très bien la mire. En avant 400 tours, capot 50. Bien, commandant. Un 1000 dans le 60. Une bosse. Non, ça n'est pas une épave, c'est un banc de poissons. 1005 dans le 217. Bien au 150, on change de ligne. L'oncle, remplacez-moi au radar.
Et si tu descendais dans la fosse Étrave? Oui, si tu veux. Dumas, est-ce que l'eau est claire? Assez clair, oui. Bon, je reste à l'écoute. « 1025 dans le 208. « 1002 dans le 210. Position! 1032 dans le 211. C'est elle. Dumas, tu n'as rien vu? Non, rien de net. Mais l'eau a changé de couleur. Faites demi-tour à gauche. Tribord en avant lente. Attention, Dumas. Ouvre l'œil. Allô, plage arrière. Parez pour la bouée, Falco et Puig, équipez-vous. La voilà, j'ai vu la mâture. Allô, plage arrière, envoyez. Thistlegorm, Glasgow.
La Calypso entre dans le mauvais temps, c'est la mousson. Pendant plusieurs jours, nous allons tanguer, nous allons rouler sans répit. La mer s'apaise. Nous quittons les vents de mousson pour entrer dans les calmes équatoriaux. Pas une terre depuis 10 jours, pas un bateau sur cette mer vide, seulement des poissons volants. Chaque nuit, des dizaines d'entre eux s'écrasent sur le pont, éblouis par nos lampes. Au petit jour, l'homme de quart n'a qu'à se baisser pour ramasser toute une friture. Entre nous, les poissons volants, c'est délicieux. Plus tard dans la journée, les hommes font le quart aux baleines. Baleine! Attention, elles vont sonder! En fait de baleines, ce sont des cachalots. À gauche toutes! Saout descend sur la plateforme d'étrave. En 20 ans de navigation, il n'a jamais eu l'occasion d'approcher les animaux de cette taille. Ils ne sont vraiment pas farouches. Chez les Saout, on est pêcheur de père en fils. Avoir sous son nez des baleines de 20 mètres de long, il y a de quoi réveiller un instinct vieux comme le monde. Saout, vous pouvez y aller de tous vos muscles, vous ne lui ferez pas grand mal. On distingue facilement les cachalots des autres baleines. Ils ont une narine unique située sur le côté gauche de la tête. Leur souffle est oblique. Ils peuvent atteindre en plongée la profondeur de 1000 mètres. Ils ont une mâchoire, des dents, ils se nourrissent de calmars ou de seiches. Ces cachalots n'ont-ils jamais rencontré de navire pour se laisser approcher ainsi? Ils vont un peu moins vite que nous. Nous les suivons, nous les observons pendant plus d'1 heure. Vite, la barre à droite, là-bas! À droite, toutes.
nous avons heurté de plein fouet un énorme cachalot. Tout le bateau a été secoué par le choc, l'étrave est faussée. Le cachalot a souffert aussi. Je n'en crois pas mes oreilles. Le géant blessé pousse des cris de souris. Ses compagnons ne cherchent pas à fuir. Ils se serrent contre lui, le soutiennent de leur mieux. Les cris de la malheureuse bête s'entendent sous l'eau de fort loin, et de tous les coins de l'horizon, les petits groupes de cachalots répondent à l'appel de détresse. Ils nagent vers leurs camarades en difficulté, méprisant ostensiblement le danger que nous sommes. Bientôt des familles entières, mâles, femelles, jeunes de l'année, se rassemblent. Nous comptons jusqu'à 27 cachalots. Nous suivons le troupeau à vitesse réduite, très émus par leur solidarité. Sous nos yeux, l'incident va tourner au drame. Un bébé cachalot, qui n'a que 6 mètres de long, se détache du groupe, imprudent comme tous les gosses. Il se retourne en jouant le long du bord. Ça y est, il passe en plein sous la coque. Allô passerelle, le moteur bâbord a stoppé, qu'est-ce que je dois faire? Relancez dès que possible. La pauvre bête a été lacérée par les pales d'hélice. Les entailles sont profondes. Nous sommes consternés. Le petit cachalot lutte courageusement pour rejoindre sa famille. Il y parvient et nage encore quelques instants avec les siens. Mais c'est trop pénible. Épuisé, il abandonne. Il se laisse dériver. Il faut abréger ses souffrances. Dans un dernier sursaut, l'animal a trouvé encore la force de réagir. Nous le déhalons de l'avant à l'arrière, nous l'amarrons solidement par la queue, et Dumas l'achève d'une balle dans la tête. Mais nous ne sommes pas les seuls témoins du drame. Le sang attire un requin, puis 2, puis 3, des petits et des gros, des bleus et des gris. D'où sortent-ils, ces requins? Nous sommes loin de toute côte, et il y a 5000 mètres d'eau sous notre quille. Bientôt, ils seront 30, à rôder avec insolence. Pour nous, plongeurs, les requins, c'est l'ennemi mortel. Nous en avons souvent rencontré, mais nous n'en avons jamais tant vu à la fois. C'est le cas ou jamais de mettre en action notre cage anti-requin et d'aller voir en espérant que le câble est solide. La ronde infernale des requins autour de leur proie. Si des hommes l'ont déjà vu, ils n'ont pas vécu pour le dire. Un cachalot mort ou un homme à la mer, pour les requins, c'est la même chose.
La ronde dure des heures. Les seigneurs requins sont accompagnés de rémoras ou poissons ventouses qui se collent à eux et se font transporter sans fatigue, ainsi que de poissons pilotes rayés verticalement. Le cercle se resserre. Les squales viennent renifler leur proie. Ils semblent la caresser du museau. Ils la frôlent 100 fois. Ils donnent au passage des coups de tête dans les barreaux. Que serait-ce sans la cage? Et soudain, c'est la première bouchée. Le cuir dur, épais et tranché comme au rasoir. 10 livres de chair sont engloutis. C'est le signal de la curée. Tous les marins du monde détestent les requins. Les plongeurs, eux, sont déchaînés. Rien ne peut retenir une haine ancestrale. Chacun cherche une arme, n'importe quoi pour cogner, crocher, hisser. La dernière victime du cuisinier est un poisson ventouse.
Après ces heures épuisantes, nous reprenons la route. Il n'y a plus un souffle d'air. Une chaleur de plomb terrasse les hommes. La traversée a été longue. La terre ne peut plus être loin maintenant. Nous l'attendons tous avec impatience. C'est meilleur en bas. Toujours rien. À déviler! OK. On dirait une île déserte. L'homme n'a jamais dû s'aventurer par ici. C'est une tortue géante. On ne les trouve plus que dans 2 endroits au monde. Mais dans notre île perdue, il y en a des milliers. Ces monstres préhistoriques sont végétariens.
centaines d'oiseaux de mer nichent dans les buissons. Les crabes des cocotiers rampent dans le sable. Des traces de pas. On dirait qu'un char d'assaut a débarqué sur la plage. Que se passe-t-il? Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Moi, qu'à chercher des œufs. Des œufs? Si, tortue dit mer vini pondre la nuit là. Il y en a des milliers autour de l'île. C'est l'époque de l'amour. Tortue vini assembler lit dans la baie, 2 par 2. La nuit, fumelle qu'a monté à sur la plage, le sable, il chaud encore. Il qu'a fait un nid, et puis, il qu'a creusé un puits pour liser. Les pattes qu'a fait comme on cuillait. Il faut que le puits, il soit très profond. Sans ça, crabe des cocotiers vini manger lisé. Alors, tortue qu'a ponte. C'est un bagaille qui très douloureux, très long. Plus de 2 heures pour déposer tous les œufs. Quand les finit pondre, les gars couvrir ni là et puis du sable. Les gars caresser les tout douce, tout douce. Et pourtant, peut-être jamais Tortilla qu'à revoir Piti Ali. Il est tellement décalé, tellement fatigué qu'il peut à peine sortir du nid, à peine traîner lit dans la main. Ali qu'a pleuré tout bonnement, les larmes qu'a coulé. Tini moun qui qu'a dit que c'est le vent qui qu'a fait pleurer lui. Mais moi qu'a pensé c'est la douleur. Tous les soirs, tini 12 qui qu'a vini et qui qu'a parti. Deux mois après, le sable a bougé tout partout. Petite tortue sortit tête à lit. Il bien connaître le chemin, il a couru tout droit dans la main. Jamais aucun navire n'avait mouillé contre ce récif perdu. Les poissons du voisinage sont venus voir les intrus. Ils les ont d'abord vus à travers la surface. Comment leur prouver notre amitié? En leur portant à manger. Delmas, un sac de viande à la ceinture, va tenter l'expérience.
Notre mise à l'eau va provoquer une prudente retraite. Mais nous serons patients. Pendant 6 semaines, nous n'aurons pas un geste hostile, pas un mouvement brusque. Les poissons hésiteront longtemps avant de nous adopter. Un caranx et un poisson-coffre. Quoi de plus dissemblable? Le caranx vit en pleine eau, le coffre habite dans des trous de corail dont il sort rarement. Voilà pourtant une vraie paire d'amis. L'amitié d'un homme et d'un poisson serait-elle plus insolite? Delmas rencontre un mérou de 25 kilos qui s'intéresse beaucoup à lui. Les mérous n'ont pas de grosses dents, mais leur gueule est tapissée de râpes jusqu'au fond de la gorge. Il ne fait pas bon y mettre la main.
À vrai dire, l'homme et le poisson ne sont pas plus rassurés l'un que l'autre. Mais il y a ce fameux sac de viande. Mais non, pas le sac. Cette fois, ça y est. Il est devenu notre ami. Les plongeurs l'ont baptisé Jojo. Jojo le Mérou, m'accorderez-vous cette valse ? Il ne nous quitte plus. Les plongeurs font leur palais de décompression. Jojo vient leur tenir compagnie. En 20 ans de plongée, je n'ai jamais rencontré un poisson aussi familier. Grâce au sac à viande, tous les poissons des environs deviennent nos amis. La gourmandise de Jojo est sans limite. Il nous rend la vie impossible. Que faire? Après discussion, les plongeurs décident de le mettre en prison. Il y a tout ce qu'il faut à bord. La cage, qui sert à nous protéger contre les requins, fera très bien l'affaire.
Jojo se trouvait bien avec nous. Nous l'avons quitté avec regret. Nous ne l'oublierons jamais. Le moment est venu de lever l'ancre, de nous séparer de nos étranges amis. Nous n'avons fait jusqu'ici qu'effleurer la surface de la mer. Un jour, nous descendrons beaucoup plus bas. De nouvelles découvertes nous attendent au monde du silence.